Bonjour et heureux de vous recevoir encore en ce jour chez vous pour la rencontre hebdomadaire, rencontre échange. Nouveau numéro, le deuxième de cette nouvelle année 2019, déjà vieille de plusieurs jours. Et déjà, il y a les événements qui se sont multipliés à travers le monde. Et l'un des événements phares de cette nouvelle année, c'est bien ce qui s'est passé cette semaine à la CPI, où on a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ancien président ivoirien qui est détenu depuis maintenant presque 8 ans à la CPI. Et puis, volte-face, la procureure a fait appel de cette décision de la première chambre de la CPI. Pour en discuter, en parler, quelles sont les implications politiques de cette décision de la CPI? Qu'est-ce que cela aura comme conséquence sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Je reçois pour vous Maître Sylvain Kofi Atto-Messan. Il est avocat inscrit à la CPI, président de SICA, secrétaire général adjoint de l'Union panafricaine des avocats. Monsieur, merci d'accepter notre invitation. Merci de nous avoir invités. C'est cela. Alors avec vous, on va discuter de cette histoire, enfin de cet événement qui s'est produit la semaine à la CPI, mais aussi des faits d'actualité sur le continent africain, la RDC en l'occurrence, et puis pourquoi pas, on va territoire du pays, le Togo. Maître, alors, première question, quelles étaient vos réactions quand vous avez appris l'acquittement par la CPI de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé? Merci, M. Wilson. Je voudrais, avant de répondre à votre question, me quitter de deux missions. La première, c'est de souhaiter une heureuse année à vos téléspectateurs et à l'ensemble du personnel de votre chaîne ainsi que de votre directeur, qui est un ami. Et donc que cette année soit pour vous une année de bonheur, de prospérité. Merci. Et que tous les meilleurs, les projets les plus intimes qui sont les vôtres soient réalisés. La deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais passer par ce canal pour dire à ceux qui, et avoir une pensée pour mon ami Gilles Benoît Afang-Bédi, avec qui je suis inscrit à la Cour pénale internationale, c'est ça, pour dire à vos téléspectateurs qu'il y a sur WhatsApp des nouvelles alarmantes sur son état de santé. Gilles Afang-Bédi n'est aucunement malade. Il se porte bien. Il se porte à merveille. J'ai parlé avec lui hier. Il n'a eu aucun problème, et ni de santé, ni avec les autorités, notamment l'OTR. De toute façon, tous les citoyens sont obligés de payer les impôts. Donc, retenez que Afang-Bédi se porte comme un charme. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais vous dire que je ne suis pas assez surpris par la décision qui a été rendue par la CPI, parce que je suis militant des droits de l'homme, et la Cour pénale internationale, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas une cour de condamnation. C'est une cour de justice qui doit instruire à charge et à décharge, et c'est au procureur de la CPI d'en rapporter la preuve de son accusation. Et donc, je ne suis pas assez surpris. Je suis d'ailleurs très heureux qu'il y ait une cour internationale qui rétablit aujourd'hui les erreurs que commettent les juridictions nationales, où lorsqu'on vous amène parce que vous êtes opposant, parce que on vous êtes recherché, parce qu'on a donné des instructions pour vous condamner, les juges, les yeux fermés, vous condamnent. Alors que la CPI aujourd'hui, on a prouvé, parce que nous avons entendu que la France donnait des instructions, que les États-Unis donnaient des instructions, la CPI, la chambre de la CPI a marqué son indépendance et sa souveraineté en estimant que Blé Goudé et Gbagbo n'étaient pas coupables. Pour un militant des droits de l'homme et surtout pour un avocat qui fait le droit international, je crois que c'est une satisfaction. Maintenant, ce n'est pas un recul de la CPI. Non, je ne pense pas que ce soit un recul. Je crois que c'est un rétablissement des choses. Autant, lorsque vous m'avez invité lorsqu'on a libéré Jean-Pierre Bemba, j'avais été assez dubitatif parce que je connais un peu la situation centrafricaine. Mais autant pour Gbagbo, je crois que la justice a fait son travail. La preuve. Le droit a été dit. Le droit a été dit parce que j'ai été témoin des audiences Gbagbo Blé Goudé à la CPI. Et donc j'estime que les témoins à charge étaient assez fragiles, n'avaient pas assez de moyens. Mon seul regret, c'est que le conseil de Gbagbo ne soit pas animé par des avocats africains pour que nous tirions triomphe et joie de cette issue qui, je vous le dis en passant, n'est pas définitive. Puisque, on le verra tout à l'heure, la procureure a fait appel de cette décision et c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc la Cour pénale internationale, lorsqu'on vous envoie à la Cour pénale internationale, on ne vous envoie pas la potence. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes allé à la Cour pénale internationale que vous êtes condamné d'office. Non, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence continue pas à prévaloir là-bas.
Oui, je suis sûr que si c'était une cour ivoirienne qui avait jugé Gbagbo, on l'aurait condamné comme sa soeur et sa femme. Donc aujourd'hui, la CPI a marqué son indépendance vis-à-vis des influences politiques, notamment celle de la France, sur laquelle nous reviendrons avec ses implications dans les élections au Congo, au Togo et ailleurs. C'est ça. Oui, alors merci pour cette précision. Tout de même, hein, cette libération n'était pas du coup de tout le monde. Hein. Oui. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des jubilations de joie d'un côté, mais aussi la colère de l'autre. Oui, il y a des partis civils qui sont quand même en jeu. Oui. Lorsque vous allez à la Cour pénale internationale, vous savez qu'il y a des partis civils. Il y a de nombreuses partis civils qui se sont constitués et qui ont subi des meurtrissures. Mais le seul problème qui se pose, c'est qu'il faut que l'accusation démontre que les douleurs, que les faits commis sont du fait de Gbagbo. Ça peut être du camp de Gbagbo. De toute façon, les faits ont été commis au moment où Gbagbo était au pouvoir et au moment où Gbagbo s'est maintenu en dépit de la proclamation des résultats en faveur de certifié par l'ONU en faveur de Ouattara. Il y a quand même des choses qu'on peut reprocher à Gbagbo et je ne crois pas qu'il soit blanc comme neige. Mais seulement, vous savez, un tribunal, ce n'est pas un marché où on vient dire que, ou bien ce n'est pas WhatsApp, où on vient dire que quelqu'un a tué, quelqu'un a fait ci, et on prend ça comme parole d'évangile. On parle de 3000 morts. Hein, Oui, il y a eu d'autres morts ailleurs, au Congo, au Togo, en Guinée, ailleurs il y a des morts. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, c'est que la Cour pénale internationale, après l'épisode Bemba, a redonné son blason plus tôt. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été victime qu'il faut à tout prix condamner quelqu'un contre lequel on n'a pas de preuves. La cruauté de la justice, c'est que lorsque la procédure est viciée, lorsqu'on n'a pas rapporté la preuve, la justice ne peut pas condamner. C'est la cruauté de la justice, n'en déplaise aux victimes dont je plains la situation, pour lesquelles j'aurais bien voulu être avocat, mais j'estime que la Cour pénale internationale a aujourd'hui s'est retrouvée dans une situation où elle n'avait pas suffisamment de preuves tangibles, de preuves concrètes pour dire que Gbagbo... Mais qui doit apporter la preuve? C'est le procureur et les partis civils. C'est le gouvernement, parce que la CPI ne fonctionne qu'avec la collaboration du gouvernement, du pays, l'État du pays dont le prévenu et où l'accusé est. C'est bien l'État ivoirien qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Bien sûr. Lorsque Ouattara est arrivé au pouvoir et estimait que Gbagbo était gênant, et sur un certain nombre de recommandations, il a envoyé Gbagbo à la CPI en estimant qu'on pourrait aller le juger. Et vous êtes aperçu qu'après, Ouattara a dit clairement qu'il n'enverra plus d'Ivoiriens à la CPI. Et je l'ai dit ici sur votre plateau, c'est vraiment une curiosité que pour une première fois, un État envoie son compatriote devant une juridiction internationale. Et c'est d'ailleurs, cela aussi est également l'avantage de la CPI, que des États collaborent. Le seul bémol, c'est que les États collaborent suivant les sautes d'humeur des gens qui sont au pouvoir. Si on demandait à Ouattara aujourd'hui de livrer à la CPI les gens de son camp, que l'on dit avoir commis ces exactions, il sera assez réticent. Et je crois d'ailleurs que le fait de dire qu'il n'enverra plus de concitoyens devant la CPI, c'est pour protéger les gens de son camp. C'est ça. Ouais. Et donc à l'époque, il disait que c'est des raisons de sécurité, on ne pouvait pas juger Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça va créer beaucoup d'insécurité, et c'est pour ça qu'il a envoyé à la CPI. Alors vous trouvez cela justifié? Non, je ne trouve pas ça justifié parce que, comme je l'ai dit sur votre plateau il y a quelques mois, la CPI a une compétence complémentaire lorsque les États sont défaillants, lorsque le système judiciaire est aux ordres de l'État ou du système en place, eh bien la CPI peut intervenir. Ou bien lorsque l'État refuse obstinément de juger les auteurs, que la CPI peut intervenir. La Côte d'Ivoire a tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir juger Gbagbo en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a suffisamment de moyens pour empêcher un certain nombre de choses. On a jugé le maire de... je parle du cas du maire de Rufisque au Sénégal, oui. Ou alors on a jugé Khalifa Sall, on a jugé également le fils de Wade. Oui. Les Sénégalais se sont révoltés, mais ça n'a pas pour autant empêché le jugement de se faire. On a jugé Sachivi la dernière fois à Lomé ici, ça n'a pas empêché le jugement de se tenir. Donc l'État a le pouvoir régalien d'assurer la sécurité lors des audiences.
Je crois que c'était un pis-aller, c'était pour se débarrasser de Gbagbo. Et malheureusement, la Cour pénale internationale n'a pas suivi les désirateurs des politiques. C'est ça. 7 ans, 8 ans, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Je voudrais quand même ajouter ceci. Ce n'est pas parce que la Cour pénale internationale existe qu'on y envoie les gens et on estime qu'ils vont être condamnés. Et oui, j'aurais voulu qu'on envoie les autres protagonistes de la crise ivoirienne. J'aurais voulu qu'on envoie Sarkozy, j'aurais voulu qu'on envoie Bush, j'aurais voulu qu'on envoie d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Sarkozy, il a joué un grand rôle dans le désastre qui s'est passé en Libye. Il a joué un grand désastre, il a déstabilisé l'Afrique tout entière. Et George Bush, vous savez, son rôle éminent en Irak. J'aurais voulu qu'on envoie le président du Soudan devant la CPI. Donc ce sont c'est en cela justement que la CPI est critiquée par certains Africains qui trouvent que c'est une justice uniquement faite pour les Africains. C'est heureux que ce soit fait pour les Africains. Aujourd'hui, on vient d'acquitter Gbagbo. On vient de clore le bec à ceux qui pensent que lorsqu'on envoie les Africains à la CPI, ils sont forcément condamnés. C'est vraiment la preuve que la CPI n'est pas une juridiction forcément au bord des Occidentaux. Mais quand vous dites que la CPI c'est pour les Africains, c'est les Africains eux-mêmes qui envoient leurs compatriotes devant la CPI. Pourquoi la France n'a pas jugé utile d'envoyer ou de déposer une plainte contre Sarkozy, d'envoyer Sarkozy à la CPI? Pourquoi les États-Unis, qui ne sont même pas membres de la CPI, n'ont pas jugé utile d'envoyer ceux qui ont détruit l'Irak devant la CPI? C'est nous-mêmes qui sommes. On a envoyé la dernière fois le milicien centrafricain de la CPI. On aurait pu le juger en Centrafrique. Il y a une cour spéciale qui a été créée en Centrafrique. On aurait pu le juger devant cette cour. Et en Afrique de l'Ouest aussi, il y a une cour, une juridiction. Il y a une juridiction. On peut les envoyer. Il y a même la Cour africaine des droits de l'homme. Je reviens d'Arusha. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que l'on a besoin de renforcer. On a besoin de renforcer sa compétence vis-à-vis des chefs d'État et l'ensemble de ceux qui sont au pouvoir, tout simplement supprimant la disposition qui veut que l'on puisse accepter que les organisations de la société civile ou les individus puissent saisir la Cour africaine des droits de l'homme. C'est l'une des solutions à nos problèmes. Si les Africains eux-mêmes mettaient... Si les Africains eux-mêmes mettaient en place, d'abord sur le plan national, des justices qui ne sont pas au bord des pouvoirs, des justices qui ne reçoivent pas, des juridictions qui ne reçoivent des ordres, on ne peut pas concevoir que dans une affaire, que le président du tribunal puisse se présenter devant le procureur, mais préparer le dossier dans le bureau du procureur de la République avant de se présenter devant le procureur de la République est parti au procès au même titre que l'avocat de la défense. Donc le juge du siège ne peut pas aller travailler le dossier à la veille ou le jour du jugement dans le bureau du procureur. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça se passe dans certaines situations. C'est que si nous créons des situations où les juridictions sont suffisamment indépendantes, déconnectées des pouvoirs politiques, où les juges sont capables de refuser de recevoir des ordres et de les suivre, et je crois qu'on fera confiance à nos juridictions, on n'amènera pas nos gens devant la CPI. Et la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas nos mécanismes nationaux de contrôle, de protection, de défense des droits de l'homme, ne sont pas suffisamment indépendants pour interpeller les dirigeants, pour attirer leur attention sur les situations de violation massive des droits de l'homme. Nous ne sommes pas suffisamment courageux. Ces mécanismes-là sont animés par des gens qui n'ont pas suffisamment de courage pour attirer l'attention sur des situations de violation massive des droits de l'homme. Ce qui fait que les Européens, les Occidentaux, qui eux-mêmes ne veulent pas aller à la Cour pénale internationale, n'ont pas reconnu sa compétence, ou ils vont de façon timide, trouvent le terrain fertile pour pouvoir envoyer nos dirigeants, nos miliciens, toutes les personnes qui viennent de l'Afrique. De toute façon, quand on dit que la CPI est faite pour les Africains, c'est les Africains qui envoient leurs dirigeants. Oui, mais avec ces libérations, hier c'était Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, est-ce que cette épée de Damoclès que constituait la CPI sur la tête des Africains, comme vous le dites, est-ce que ça ne va plus faire peur? Non. On ne va plus avoir peur de la CPI demeure une épée de Damoclès tout autant que l'on arrive à lui donner matière à juger et à condamner. Lorsque le dossier n'est pas suffisamment conçu,
documentées et qui permettent à la justice internationale de rendre une décision, la justice ne peut pas condamner. On ne condamne pas dans le vide. C'est ce que nous retrouvons dans nos États, ou parce qu'on a manifesté, parce qu'on a créé une association, parce qu'on a dit telle chose, les juges sont prêts à condamner. Les juges de la CPI ne sont pas préparés, ne sont pas formatés à condamner parce qu'on a déféré des gens devant eux. Ils doivent être convaincus de la culpabilité de la personne avant de la condamner. Cette épée demeure. De toute façon, aujourd'hui, Gbagbo, après avoir passé 8 ans, vous avez dit 8 ans gratuitement, non, c'est la procédure qui le veut, qu'on vous mette à la disposition de la Cour. Après avoir passé 8 ans à la CPI, et tout ce qu'on lui a reproché, il y réfléchira par 2 fois avant de s'y mettre. J'ai appris qu'il veut reprendre la vie politique. Je lui donnerai un conseil fraternel de laisser tomber, parce qu'il a fait 10 ans sans rien, sans faire grand-chose à la Côte d'Ivoire. On peut tout reprocher à Ouattara. Ouattara a reconstruit la Côte d'Ivoire. Ouattara a donné une certaine présence internationale à la Côte d'Ivoire, même si Ouattara apparaît comme les gens, l'homme de la France, l'homme du franc CFA, un débat sur lequel il faut vraiment revenir. Absolument. Parce qu'il ne peut pas défendre de cette façon le franc CFA qui n'est pas une monnaie appropriée pour nos continents. Mais ceci dit, Ouattara a fait un travail énorme en Côte d'Ivoire. Lorsque moi je suis allé après la crise en Côte d'Ivoire, c'était un pays assez infréquentable. Aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez un certain nombre. Ouattara a suffisamment engagé la Côte d'Ivoire dans l'émergence, comme Macky Sall. Vous en faites bien l'apologie de l'homme. Non, je ne suis pas un fan de Ouattara. La pratique de l'homme ne me plaît pas. Mais moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. C'est ça. Vous savez que au Togo, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Si c'est mauvais, je le dis. Sans pouvoir m'entourer de... Oui, ça ne me pose pas de problème. Quand ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Quand c'est bon, je le dis. On en reparlera du cas togolais. Ouais. Oui. Alors, rencontre ici un nouveau numéro, nous parlons de la CPI avec cet acquittement de l'ancien président ivoirien, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son Michel Blegoudé. Alors, l'information était accueillie avec enthousiasme à Abidjan contre la colère des victimes, on l'a dit tout à l'heure. Mais aussitôt après, il y a eu votre face. Si on peut en parler ainsi, la procureure a fait appel. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité, en termes de droit? Je tiens à préciser que je ne suis pas démesurément enthousiaste de la décision qui a été rendue au profit de Gbagbo. Parce que j'ai une pensée profonde pour les victimes. Tout à fait, oui. Mais c'est dans l'ordre naturel du fonctionnement de la justice. Lorsque une juridiction de jugement n'est pas suffisamment convaincue, les éléments de preuve à charge ne sont pas suffisamment étayés. Alors, rapidement, on a quand même eu le temps d'écouter les témoins à charge, n'est-ce pas? Oui, c'est un procès qui a duré 4 ans. Oui, je vous ai dit que j'ai été témoin de certaines audiences. Maintenant, la question que vous posez, c'est de savoir si il n'y a pas... Oui, je parle de l'appel. L'appel, au niveau de l'appel, dans le système de la CPI, il y a la chambre, et puis il y a la chambre d'appel. Il y a la chambre de jugement, c'est au premier niveau. C'est comparé à nos juridictions de première instance. Ensuite, on fait appel. Le droit d'appel appartient concurremment au procureur, au prévenu. Aujourd'hui, c'est le procureur qui a estimé qu'il fallait faire appel. Ce n'est pas en contre la procédure. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Dans l'ordre normal de la procédure de la CPI, quand le bureau du procureur ne semble pas être satisfait de la décision qui a été rendue par la Chambre, eh bien, le procureur peut faire appel. Et ce n'est pas une vote-face, comme j'ai entendu les journalistes le dire. La vote-face viendrait d'une autre décision de la Chambre. C'est ça. Qui a prononcé l'acquittement. Qui a prononcé l'acquittement. Ce n'est pas une volte-face parce que, encore une fois, le procureur est une partie au procès et le bureau du procureur est séparé de la chambre de jugement. Donc, Madame Fatou Bensouda a le droit, à travers son bureau, de faire appel de la décision. C'est ce qui a été fait. Ça a été fait. Oui, et maintenant,
qu'est-ce qui va s'en suivre? Oui, et maintenant, il y a la chambre d'appel qui va réexaminer le dossier et Mme Bensouda et son bureau doivent rapporter d'autres preuves ou alors suffisamment documenter les preuves qu'ils ont déjà offertes ou alors dire en fait que l'appréciation que la chambre du premier niveau de jugement les éléments d'appréciation n'ont pas été suffisamment utilisés. Et par cette chambre-là, et la chambre d'appel pourra facilement revenir sur la décision. Au cours d'une nouvelle audience? Oui, il y aura une nouvelle audience avec les mêmes péripéties, peut-être sur 1 an, sur 2 ans. Ah bon, et donc ça va encore durer? Ça va durer, puisque la Cour pénale internationale doit encore reprendre les dossiers, écouter les gens. Il ne faut pas quand même perdre de vue que le dossier Gbagbo a été un dossier assez spécial, des témoins qui ont dû se dévoiler, alors qu'ils ne se dévoilent pas. À la CPI, lorsque vous êtes témoin, vous êtes protégé, on ne devait pas connaître votre nom. C'est vrai que les audiences sont publiques, mais il y a eu une erreur qui a fait que le général qui témoignait à charge contre Gbagbo a dû apparaître à l'écran et tout ça. Ce sont des éléments qui ont fait que ce procès ne s'est pas déroulé dans une situation de sérénité. Mais la CPI a le courage de contourner les influences, les interventions des puissances occidentales qui continuent. Ah oui, mais parce que, bon, on a vu, hein, je crois, ce matin que je lisais sur un site d'information, que Bensouda aurait reçu des sous de la part de Ouattara. Est-ce possible? Non, je ne pense pas que cette dame soit arrivée à ce niveau de bassesse. C'est un moro magistrat. Lorsque on finit par vous coopter, à vous nommer procureur auprès de la CPI, c'est parce que vous avez un niveau de probité et de moralité très avancé. Parmi les derniers juges, il y a une béninoise que je connais personnellement, qui a été présidente de la Commission africaine des droits de l'homme, qui est d'une certaine moralité, d'une certaine probité assez élevée. Donc je ne pense pas. Vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font l'information et la désinformation. Ce qui est assez grave pour vous, votre métier, parce que vous allez au sous d'information, encore que certains de vos confrères ne le font pas. Mais il faut toujours rapporter la preuve de ce qu'on dit. Lorsqu'on n'a pas cette preuve-là, autant s'abstenir. C'est cela. Alors, pendant que cet appel va durer, eh bien, Gbagbo reste en prison. Non, le Gbagbo devait normalement sortir de prison. Mais aujourd'hui, j'ai appris que sur l'appel intercepté par le bureau du procureur, il y a eu une demande de maintien de Gbagbo de Blé Goudé qui est examinée. Pour le moment, au moment où je rentrais en studio chez vous, je n'ai pas encore le résultat de la décision, les dernières décisions. Mais normalement, au nom de la présomption d'innocence, on devait le libérer. La seule difficulté... Même si on fait appel, c'est ça? Oui. La seule difficulté de ce dossier, c'est que c'est une juridiction internationale et Gbagbo étant citoyen d'un pays à l'étranger, il serait difficile de le laisser rentrer en Côte d'Ivoire et de le ramener après pendant les sections. Ça va être assez coûteux pour lui-même et pour la Cour. Et je crois que ce sont des arguments qui font que, et surtout que on est en train de laver la rue d'Abidjan pour pouvoir l'accueillir. Et je crois que pour pouvoir protéger les témoins, garantir la neutralité des éléments de preuve, on a jugé utile de le maintenir. J'attends d'avoir la décision ce soir pour savoir ce qui a été décidé. Mais son avocat dit qu'au nom de la présomption d'innocence, devait le libérer. Si on ne l'avait pas libéré il y a 8 ans, au nom de la présomption d'innocence, je ne vois pas pourquoi on pouvait le faire aujourd'hui. Mais la Cour a dit qu'il fallait l'acquitter et le mettre en liberté. Il y a eu appel. Cet appel peut suspendre l'exécution de la décision. Et donc, mais en matière pénale, les situations les plus positives profitent à l'accusé. C'est ça. Et pendant ce temps, à Abidjan, parlons des conséquences politiques de cet acquittement, de cette libération. Et la question se pose, est-ce que Gbagbo va se rendre? Son ministre Charles Goudé a dit clairement qu'il va se rendre à Abidjan. Pour Gbagbo, il paraît qu'il ne s'est pas encore prononcé. En temps, on a parlé de la Belgique qui est prête à l'accueillir. Alors, quels sont les cas de figure qui peuvent se dessiner, en fait? Connaissant Gbagbo et son entêtement, il va rentrer au pays. Et vous savez, ce sera un coup politique assez énorme. Aujourd'hui, vous comprenez que la coalition qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui bat de l'aile. Je pourrais même dire le triumvirat, puisqu'il y avait
il y avait Kona Bédié, Bédié. il y a Ouattara et il y a Soro, Guillaume Soro. Et ce triumvirat-là est en train de battre de l'aile, puisque le PDCI est en train de faire cavalier seul. Oui. Soro est allé présenter ses excuses à Gbagbo. Il a dit, il a fait effectivement. À travers son épouse et tout ça. Oui. Les sorties de Soro font qu'il y a une sorte de rupture avec Ouattara qui est en fin de règne, sauf s'il veut faire comme certains chefs d'État, comme, En 2020. ouais, comme le président guinéen qui veut rempiler, malgré l'interdiction de la Constitution de faire un troisième mandat. Et je ne pense pas que Ouattara soit assez bête pour pouvoir suivre ce genre de choses. Donc son règne étant finissant en 2020, je crois, Oui. Soro est en train de préparer le terrain, alors que d'autres personnes, donc Soro estimera, en étant un animal politique, estimera qu'il faille plutôt rompre un peu avec le clan Ouattara. Ce qu'ils sont déjà comme faire. Hein, pour se rapprocher des autres clans afin de pouvoir avoir une place pour les prochaines années, étant entendu qu'une menace... Et ce qui le protégerait aussi. Voilà, parce que une menace d'être renvoyé à ces pays plane sur lui. Donc tout ceci pour vous dire que Gbagbo pouvait facilement retourner en Côte d'Ivoire. Et cela va rechanger la donne, mais cela va créer des tensions inévitables parce qu'il y a des gens qui pendant 8 ans n'ont pas fait le deuil du départ de Gbagbo et qu'aujourd'hui son retour se présenterait comme une victoire sur tout ce qui s'est passé il y a 8 ans, 10 ans en Côte d'Ivoire. Et en même temps, je pense... Et ça ne passe pas la réconciliation nationale dont on parle. Non. Puisque j'ai entendu une publication de Fraternité Matin qui pense que les gens se trompent en pensant que le retour de Gbagbo va participer à la réconciliation nationale. Au contraire, ça va exacerber la situation. Oui. Ça va exacerber la situation. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez conseiller, par exemple, si vous étiez son conseiller? Je lui ai déjà dit, je vous ai déjà dit ici, que je lui demande de se ranger. Il a fait 10 ans comme président de la Côte d'Ivoire. Quand on va en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut parler de la résistance de Gbagbo aux Français. On peut parler de son patriotisme. Mais les populations africaines ne se nourrissent pas d'idéologie. Ils se nourrissent des choses concrètes. Ils se nourrissent du pain, du miel, de l'eau, du vin, enfin du lait et du poisson. Au temps de Gbagbo, on n'a pas senti cela. Il a passé son temps à vouloir protéger son pouvoir, à vouloir se maintenir au pouvoir vaille que vaille. Et il a voulu diviser les camps. Je crois que quand on a fait 10 ans en tant que chef d'État, on n'a plus besoin de vouloir revenir ou de continuer. Ce qu'on n'a pas fait en 10 ans, on ne le fera pas plus. Il a maintenant 73 ans. Il a 73 ans. Je pense qu'il doit pouvoir prendre sa retraite, continuer par écrire ses mémoires, donner des conférences comme le fait Obama, comme le fait un certain nombre de chefs d'État. Ça le valoriserait que de vouloir retourner en Côte d'Ivoire et de créer des situations. Vous savez, Ouad là, il s'est encore au Sénégal, il a mangé la poussière. Donc Gbagbo, il y a une sympathie pour lui parce qu'il a fait l'objet d'injustice en ayant envoyé à la CPI, parce qu'on a senti que la communauté internationale s'est levée contre lui, parce qu'on a senti qu'en 2002, il y avait un coup d'État qui le guettait, mais il a bravé toutes les situations, mais il a le mérite d'avoir résisté aux Français, d'avoir tenu tête à la finance, au capitalisme international. Et je crois qu'il faut qu'il parte sur ce acquis que de vouloir retourner, de créer la zizanie à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de zizanie aujourd'hui, parce que ça va suffisamment impacter sur la situation aujourd'hui. Encore qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt aussi dans son pays à cause du braquage de la BCA, du chef de la BCA. Oui, bon, ça... Est-ce qu'on va ressortir encore ces dossiers ou bien... Bien sûr. Je ne sais pas si Ouattara aura le courage de faire un tel procès. C'est ce qu'il a voulu éviter en l'envoyant à la CPI. Bon, peut-être que c'est aperçu que la CPI n'est pas rentrée dans le jeu. De ceux qui voulaient à tout prix qu'on condamne Gbagbo, il va peut-être... Vous savez, les pouvoirs en place ont suffisamment
le truc dans leur judiciaire pour embêter les gens. Donc, ça peut se faire. On peut même aller dire que quand il était chef d'État, il a détourné de l'argent. Il a fait ci, il a fait ça. Non. Quand on veut t'accuser, on trouve toujours on trouve les motifs d'accusation dans nos pays. Un dernier mot sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je crois qu'aujourd'hui, fermer la page, oui. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle a causé des chemins. Et des chemins, il doit pouvoir préparer l'après Ouattara. Et ça va être difficile parce que les protagonistes sont nombreux. Oui. Tous ceux qui veulent prendre la place sont suffisamment nombreux à guérir. Et nous croyons très fort que lorsque Gbagbo va retourner dans ce pays, que ça va encore exacerber ce protagonisme-là. Ouattara a peut-être manqué de tact de préparer son départ en n'ayant pas organisé une bonne synergie avec le PDCI qui aurait pu, d'après leur accord, prendre sa suite en présentant un candidat. Mais aujourd'hui, je crois qu'il veut encore positionner un homme de son camp et ça n'augure pas de rendement meilleur, à mon avis. Merci. Mais nous n'avons pas besoin de ça en Côte d'Ivoire parce que l'éléphant de l'Afrique de l'Ouest demeure cet éléphant-là qui peut protéger un certain nombre de pays fragiles dans notre sous-région. Merci, maître. Alors, deuxième sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'actualité. À chaud, la RDC, on a voté le 30 décembre dernier, les élections générales, législatives, présidentielles, provinciales et autres. Les résultats provisoires sont connus, ça donne vainqueur Félix Tshisekedi. Alors, est-ce qu'il incarne justement cette alternance-là, rapidement d'abord? Non. L'homme, oui. Vous savez, Tshisekedi, fils, n'est pas Tshisekedi père. Et je pense qu'il y a eu un arrangement avec l'ancien du pouvoir pour donner l'impression aux Occidentaux qu'il y a eu alternance. Monsieur Le Drian a eu le flair de le dire, encore que pour moi... C'est assez curieux, c'est la première fois que la France réagit comme ça dans nos élections. Oui, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Depuis quand un ministre des Affaires étrangères d'un pays africain s'est prononcé sur les élections législatives ou présidentielles en France, de quoi se met-il? Je crois que c'est peu diplomatique. Ils auraient continué par faire... D'habitude, ils prennent un acte et disent que bon... Non, ils prennent acte ou ils se taisent. C'est ça. Voilà, donc ceux qui n'ont pas fait au Togo, ceux qui n'ont pas fait en Guinée, ceux qui n'ont pas fait dans d'autres pays le font au Congo, parce que le Congo, c'est une mine d'or, une mine de diamants, et que la France ne va pas lâcher. Vous croyez que si les élections se déroulaient au Niger, il va prendre la parole. Le Niger ne représente rien, à part l'uranium. Si c'est au Burkina, à part un certain nombre de situations. Donc je crois que là, ce n'était pas une bonne chose d'être intervenu. Maintenant, pour revenir sur le scrutin même, nous sommes dans un désordre total. Mais on ne pouvait pas s'attendre à mieux, parce que le Congo est un pays de désordre. C'est un pays que Kabila a dirigé avec sa famille, avec sa clique, sans pouvoir permettre aux citoyens d'accéder à un certain nombre de savoirs, à un certain nombre de choses qui font. Je ne sais même pas si ces élections-là ont profité aux populations congolaises. Si les gens qui sont allés voter savaient ce qu'ils allaient faire. Donc Tshisekedi ne me paraît pas être l'homme de la situation, parce que il est rentré dans une combine avec le pouvoir en place. Il va être sa marionnette, surtout que le Parlement est au nom de la majorité. Et là même ça pose problème. Comment on peut gagner la présidence à gagner les législatives dans les mêmes conditions de vote? Oui, c'est pas. Vous comprenez. D'ailleurs, l'Union africaine a demandé aujourd'hui qu'on arrête la proclamation des résultats. La CENCO, ce qu'ils ont rejeté. La CENCO estime que les résultats ne reflètent pas les votes, et d'autres institutions sont intervenues. Mais c'est le drame de l'Afrique. Et je vous ai dit une fois ici que je ne crois plus aux élections. À la fin des années 90, 89, les Européens ont décrété la démocratie pour notre pays. Mais ils n'ont pas tenu compte du fait que nous sommes, pour la plupart dans les pays, à 70-80% d'analphabètes, des gens qui ne savent pas la valeur du vote. Pour que le vote ait une valeur en Europe, il a fallu des années, il a fallu de la pédagogie. Les gens n'ont pas la valeur du vote dans nos pays. Les Européens ont créé cette situation
pour faire voter les Africains qui, chaque fois, font des crises post-électorales, nous diversifier, nous divertir. Pendant ce temps, ils ne continuent pas à exploiter nos ressources, à signer des contrats avec les potentats qui sont en place et ils font n'importe quoi de nous. Il faut que nos dirigeants prennent conscience que nous devons prendre nos situations en main. C'est pas parce qu'on a inauguré une station de métro à Dakar que le Sénégal est devenu un pays développé. Un pays développé prend en main son destin. Un pays développé construit lui-même sa rame de métro. Un pays développé construit lui-même des usines appropriées. Un pays développé donne à manger à sa population, donne la sécurité à sa population. Lorsqu'on trace des rues, on trace quelques stations de métro, on badigeonne quelques bâtiments publics, on pense qu'on est dans le développement. Donc c'est ce qui s'est passé au Congo. Nous assistons à une reprise en main coloniale d'un pays qui est immensément riche, mais dont les dirigeants ont une petitesse d'esprit. Lorsqu'on a livré le Congo à Kabila, parce que les gens pensaient qu'ils allaient jouer leur rôle, ils vont mettre la main basse sur le Congo, ils ont dépouillé ce pays. Ils l'ont rendu en quenille, alors que le Congo, les potentialités du Congo suffisaient pour développer l'Afrique tout entière. Mais ils l'ont livré à des bandes, à des clans qui se sont emparés du Congo et qui aujourd'hui se demandent ce que le Congo sera. Parce qu'on est en train de monter en grade Martin Fayulu. Oui. Mais vous savez qu'il a dû également passer des accords avec le maître d'hier. Si la France a dû prendre la parole, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été arrangées avec Martin Fayulu pour pouvoir... C'est bien dommage pour le continent. Ouais. C'est bien dommage, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. L'Afrique a manqué... Mais ça n'empêche pas quand même, excusez, ça n'empêche pas de donner les résultats tels que sont des jeunes. Alors le travail de la CENCO, par exemple, ils ont formé près de 40 000 observateurs sur le terrain, mais est-ce que ça peut aussi servir de leçon ailleurs pour qu'on puisse vraiment avoir les moyens de contrôler? Moi j'ai un problème lorsque les églises se mêlent de la politique. Ça vous embête? Ça vous embête parce que je suis très attaché à la laïcité. Je suis très attaché à la laïcité. Il vaut mieux qu'ils forment leurs concitoyens, enfin leurs co-religionnaires, à aller mieux voter, que de leur dire de ne pas aller à l'hôpital lorsqu'ils sont malades, parce qu'il y a un Saint-Esprit qui va les sauver, que de raconter des histoires. Mais ceci dit, l'Église au Congo est assez puissante, que ce soit l'Église catholique ou les églises évangéliques, ont assez de présence. Elles ont fait un travail assez énorme, vu sous l'angle de la société civile. C'est un travail extrêmement important, qui peut servir d'exemple dans d'autres pays. Mais je ne pense pas qu'il puisse aller au-delà de ça. Parce que le rôle d'une société civile, c'est de pouvoir servir de contre-pouvoir aux partis politiques. Dans leur ensemble. Dans leur ensemble. Ne pas accompagner tel ou tel, mais de choisir la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la liberté. À partir de ce moment-là, on peut les suivre. Le rôle que la CENCO a joué au Congo est un rôle que toute société civile doit jouer dans notre pays. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Et c'est cette limite-là que je crains que l'Église congolaise veuille franchir. Et il faut faire extrêmement attention, parce qu'il ne faut pas transformer nos pays, nos États, les livrer aux pasteurs, aux prêtres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de leur sortir des mains des militaires, des clans. Il ne faut pas les livrer à ceux qui pensent que Dieu est quelque part et que Dieu peut sauver. L'Église ne peut pas se taire sur des atrocités. L'Église ne peut pas se taire, je suis d'accord. L'Église a un rôle de conscientisation. De moralisation. De moralisation. Mais ces églises-là sont entretenues par des gens du pouvoir. La plupart de ces églises sont entretenues. Il y a même dans certains pays, les gens du pouvoir les construisent, les édifient pour qu'elles sclérosent les esprits. Est-ce que l'Église catholique ou l'Église évangélique du Togo, du Congo ou du Gabon a appris à ses fidèles à savoir voter?
à savoir choisir. Dans le cours de citoyenneté aussi, le civisme aussi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On ne peut pas à longueur annoncer dans une église que Jésus vient, alors que des gens ne savent pas manger, les gens ne trouvent pas manger, ne savent pas voter. Jésus viendra dans 1000 ans peut-être. Encore que moi, je ne pense pas que Jésus puisse venir en Afrique où tout est sale, tout n'est pas bien. Jésus est né dans un pays riche, il reviendra s'il veut revenir dans un pays riche. Il ne reviendra pas en Afrique. C'est l'image qu'on en fait. Le Gabon est présent, rapidement, maître, le Gabon, avec cette vacance de pouvoir qui ne dit pas son nom, Ali Bongo. C'est un spectacle pitoyable. Aussi bien le coup d'État que le dernier spectacle qu'il a offert en chaise roulante dans la prestation de serment de ses ministres, qui apparaît comme un spectacle qu'on donnait dans la Rome antique, où les gens venaient se prosterner devant César et lui vouer. Je crois que c'est un spectacle pitoyable pour notre pays. Vous avez déjà vu en France, aux États-Unis, des ministres aller se prosterner devant les chefs d'État. C'est un spectacle C'est inscrit dans la Constitution. C'est inscrit dans la Constitution, il ne fallait pas faire ce spectacle-là. Et une fois que le spectacle est terminé, il est retourné encore en convalescence au Maroc. C'est pitoyable pour notre pays, pour nos pays comme en Algérie, comme nous sommes en train de le voir au Gabon. Il n'y a pas de gens au Gabon qui peuvent diriger ce pays-là. Ali Bongo a fait quand même un certain nombre d'années. Moi, ce qui me dérange dans nos pays, c'est que lorsqu'on finit de faire un certain nombre d'années, on refuse de ne pas partir. On refuse, on considère qu'on a un rôle d'immanence. On ne peut pas partir, il n'y a personne pour... C'est une insulte au peuple gabonais d'amener quelqu'un dont les facultés mentales, apparemment, ou physiques, mentales sont compromises, de venir encore nous offrir ce spectacle-là. Et ça va encore ouvrir la brèche aux Européens de faire leur marché sur la place de Libreville. Ce n'est pas un bon spectacle. C'est ça. On ne termine pas de payer le Togo. Oui. Le Togo, ici aussi, on a voté dans le courant de décembre pour la législative, controversé, parce que ça n'a jamais produit, on trouve toujours intérêt d'entendre, mais ça n'a pas été le cas. La C14 a appelé au boycott, ce qui fut fait, et nous avons une législature, la 6e de la 4e République, avec une nouvelle configuration. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça augure? Non, cette législature placée sous le signe quelqu'un prend, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, me laisse assez pantois. Parce que nous ne pouvons pas construire notre pays sur ce slogan où les gens disent, il y a une trentaine d'années, mon professeur Nachaba avait dit, nous ne pouvons vous laisser la place, nous allons les prendre. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Il y a d'autres qui disent quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ce n'est pas un spectacle assez important. Ce n'est pas un bon niveau pour la politique dans notre pays. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence par être assez réticent vis-à-vis de la démocratie en Afrique. De la démocratie en Afrique, surtout de la démocratie par les élections. Nous avons l'impression depuis les années 90 que pour nous, Africains, la démocratie se résout à aller des élections tous les 5 ans, à aller faire le vote, à recenser des citoyens dont certains refusent de se faire recenser, et aller faire le vote, et puis on proclame des vainqueurs, et la vie continue. La démocratie, c'est qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. La démocratie se vit au sein de l'Assemblée nationale, dans des institutions indépendantes assez fortes, qui constituent des contre-pouvoirs au pouvoir exécutif. La démocratie, c'est la transparence dans la gestion des affaires. La démocratie, surtout en Afrique, c'est la distribution des richesses de façon équitable entre les citoyens. La justice sociale. La justice sociale. Aujourd'hui, est-ce que la nouvelle législature va travailler à ce qui est cette justice sociale? Les gens nous disent que les réformes se feront au sein de cette... Moi, les réformes ne me posent aucun problème. Et comme je l'ai dit à temps et à contre-temps, ce n'est pas celui qui est président qui me pose problème. C'est la politique qu'il mène pour mettre les gens à l'aise. Lorsque moi, je suis avocat et que j'ai 10 dossiers, et que vous êtes avocat, vous avez un seul dossier de l'État, vous vous posez des questions. Et surtout que parce que moi, je suis d'une partie du pays et que vous n'êtes pas de cette partie du pays, ça pose des problèmes. C'est le combat que nous devons mener. Si aujourd'hui, cette nouvelle législature, après avoir fait les réformes
constitutionnel, institutionnel, comme nous le promet, nous dit que nous allons créer des conditions de justice sociale, pendant que des gens boivent du vin, du champagne, d'autres n'arrivent pas à boire de l'eau potable, ce n'est pas la démocratie. Il y a problème. Donc, moi, ma préoccupation, ce ne sont pas les gens qui sont allés à l'Assemblée nationale, qui choisissent. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être député, parce que je considère que ce n'est pas ma place. Moi, je suis avocat, je suis membre de la société civile, je jouerai mon rôle. Mais est-ce que ces députés-là ont suffisamment de répondants pour pouvoir faire les réformes comme le souhaite le peuple? Encore que ils ont leur peuple et les autres ont leur peuple. Chacun a son peuple. Chacun a son peuple. Et c'est le problème. Et c'est l'échec des politiques. Parce que lorsqu'on est dans un pays, il faut rassembler les peuples et faire en sorte que les peuples se retrouvent dans un même objectif, dans un même consensus, c'est-à-dire le vivre ensemble. Oui, on ne peut pas être de tous les... Non, ce n'est pas être de tous les bords. Je peux être de unir. Mais lorsque, sur des problèmes d'intérêt national, je puisse avoir le même point de vue que celui qui est de la C14, de la NC et autres. Parce qu'il y a des problèmes qui n'échappent pas à tous les Togolais. La santé, l'éducation, l'hébergement, la nourriture, c'est commun à tous les Togolais. Mais il faut que tous les Togolais aient ce minimum-là. Au lieu de se dire que voilà, je suis là pour 60 mois, ou bien, je ne sais pas, pour 5 ans, je vais avoir 2 millions par mois, avoir la facilité pour moi, et alors, si j'ai la facilité pour moi, et ceux qui sont autour de moi. Le défi qui guette notre pays, et les pays d'Afrique, c'est de faire en sorte que les élus soient le reflet de la population et portent leurs préoccupations. Mais si les élus ne portent pas les préoccupations des peuples, un député qui est élu dans le Yotor, qui ne porte pas les préoccupations des populations de Yotor, de Dani ou de Dagou, n'est pas un député, il est député pour lui-même. Encore que le mandat n'est pas impératif. Mais lorsqu'on a passé 5 ans à ne rien faire pour cette population, on a construit sa maison, on s'est acheté des voitures, est-ce que c'est être député? Non, je ne pense pas que ce soit la solution. Maintenant, pour revenir à la configuration politique de notre pays, je vous ai dit que par neutralité, je ne prononce pas sur un certain nombre de choses. Mais je pense que nos opposants ont manqué de tactique, de stratégie, de vision. On ne peut pas être radical sans avoir les moyens de son radicalisme. Lorsqu'on dit par exemple, nous allons empêcher les élections de se dérouler, il faut faire en sorte que ces élections ne se déroulent pas. Ça veut dire qu'on crée des situations pour empêcher les élections. Au début de la campagne, on a investi le siège de la CDPA, qui est le siège de la présidente de la C14, qui n'a jamais plus mis pied là-bas. Donc on a perdu. Est-ce qu'il peut en être autrement? Il ne peut pas en être autrement. Il fallait comprendre que nous sommes dans un système où on peut aller jusqu'à la violence pour vous empêcher de faire un certain nombre de choses. Il fallait tenir compte de ça. Et les conséquences de la violence, vous les connaissez? Mais... Oui, et il fallait tenir compte de ça et trouver une autre stratégie. Je ne donne de conseils à personne. Parce que moi, je ne me mettrai pas dans ces situations. Vous ne faites pas de procès non plus. Hein? Non, moi, je ne suis pas dans le procès, je ne fais pas de politique. Je vous ai toujours dit, je n'appartiens à aucun camp politique. Je vous ai dit sur le plateau que les gens me disent que je suis de l'UNI, les gens de l'UNI disent que je suis de l'opposition. Chacun pense ce qu'il veut. J'ai ma conviction. C'est lorsque je vais déposer mon bulletin de vote dans l'urne que je voterai comme je veux. Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté en 2015. Ça vous étonnerait. Parce que je ne crois pas à un certain nombre de choses. Mais moi, je ne vote pas selon les gens. Je vote selon le programme que le candidat nous offre pour développer, pour permettre que lorsque moi j'ai mon salaire à la fin du mois, que je ne sois pas obligé de distribuer par mes petits frères, mes cousins, à mes cousines. Parce qu'eux, ils n'ont rien à manger. Que lorsque vous rencontrez une jeune fille en ville, qu'elle ne vous expose pas tous ces problèmes de la vie, que vous soyez obligé, par compassion, de lui donner de l'argent. Je veux un dirigeant qui fasse en sorte que lorsque j'ai de l'argent, ça profite à ma famille, à mes enfants, que ça profite à moi-même. Mais s'il n'y a pas cette façon équitable de diviser, de répartir les richesses nationales, nous sommes riches, nous sommes dans un pays riche. S'il n'y a pas cette façon, si les jeunes sortent, ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'on a un projet, des programmes qui plutôt les habilisent. Parce qu'on ne peut pas avoir un volontariat
où on paie 10 000 francs, 20 000 francs aux enseignants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 francs, 20 000 francs lorsqu'on est enseignant? Vous-même, vous êtes enseignant. Si on a le ventre vide, est-ce qu'on peut bien enseigner aux enfants? Monsieur Wilson, vous m'avez invité sur ce plateau. Si je n'ai pas mangé, je vais venir en train de dire tout ce que je dis. Même chose pour moi aussi. Mais non. Donc si on ne crée pas des conditions pour que les gens soient à l'aise, pour que les gens aient le minimum vital, il ne faut pas aller se pavaner dans les arcanes du pouvoir pour dire que je suis dans ça, je suis dans ça. Moi, on ne me trouvera pas. Ça. Mais chaque fois que moi, je suis appelé à jouer un rôle et que je sens que ça peut servir les populations, j'y vais. Maintenant, vous m'avez demandé si ces élections vont régler les problèmes du Togo. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que moi, je continue, je persiste à croire qu'on aurait pu continuer dans la logique du dialogue et trouver un consensus. Oui, mais la CEDEAO a mis fin au dialogue. Oui, la CEDEAO, vous savez, tout ce que nous pensons de la CEDEAO. Ce n'est pas l'institution CEDEAO qui fait problème. C'est les gens qui animent la CEDEAO, les fonctionnaires de la CEDEAO qui sont dans notre pays, qui ont fait leurs âmes ailleurs, qui ont couvert de coups d'État constitutionnels dans leur pays, qui ont encouragé des chefs d'État à changer leur constitution, qui viennent diriger la CEDEAO ici. Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent quoi? C'est ça. Celui qui est ambassadeur de la CEDEAO ici a été ministre de Tanja, qui a voulu changer la constitution au Niger. Est-ce qu'il a changé radicalement son opinion? Vous voulez que Alpha Condé vienne dire au président de la République du Togo, fait 10 ans pour partir, lui-même, il veut changer. Les chefs d'État de la CEDEAO, si on leur donne l'occasion, ils vont changer toute leur constitution pour se présenter ad vitam aeternam. Alors, qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO, les destins des peuples se trouvent entre leurs mains? D'accord. Ça ne se trouve pas entre les mains des étrangers. Les étrangers n'ont pas le même regard que nous. Oui. Ils n'ont pas le même regard, les mêmes souffrances que nous. Et chaque peuple a ça en réalité. À partir du moment où nous n'avons pas les moyens de changer le cours de nos destins, mettons-nous ensemble. Donnons-nous la main pour faire avancer le pays. D'accord. Et c'est un message que je lance à ceux qui disent avoir gagné les élections, de tendre la main à ceux qui n'ont pas été, ou à ceux qui ont perdu les élections, de leur dire venez ensemble, partageons les choses, mettons-nous ensemble pour faire du Togo le vrai ordre de l'humanité. C'est ça. L'éternel recommencement, n'est-ce pas? Donc vous proposez encore un nouveau dialogue? Non. Vous savez, je suis de ceux qui n'étaient pas d'accord avec un nouveau dialogue, parce que c'est le 27e. Oui. Connaissant le fonctionnement de la classe politique togolaise, je vous ai dit ici que ça ne marcherait pas. Parce que les gens ne sont pas partis en état d'esprit de réussir. Il se peut même qu'il y ait au sein de l'opposition des gens qui veuillent faire carrière en étant opposants, à vie aussi, hein. À vie, en se présentant comme opposants. Ça leur donne une étiquette, ça leur permet d'avoir un certain nombre de choses. Il se peut que les gens du pouvoir ne veuillent pas que ça évolue et qu'ils restent dans une situation d'attentiste. Il faut aller chercher une troisième force, c'est la société civile. Malheureusement, la société civile togolaise est politisée. Elle prend des positions politiques. Donc, elle se discrédite. Il faut que la société civile rappelle les valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité. Que la société civile rappelle la nécessité d'avoir une justice sociale. De lutter contre le tribalisme. Moi, je n'ai pas de problème en étant avec les Kotokoli et les Kabyles. Non, pas du tout. Dans nos maisons, quoi, vite. Je n'ai pas ce problème-là. Oui. Mais lorsque le Kabyle me regarde en chair de faïence, parce que je n'ai pas la même couleur politique que lui, c'est là où il y a le besoin, c'est le travail qu'il faut faire. Il faut recommencer le recommencement. L'éternel recommencement dont vous parlez, c'est qu'il faut recommencer à faire le travail du civisme pour que les Togolais se réconcilient entre eux-mêmes. Que la richesse nationale profite à tout le monde. Que cette année, le programme du gouvernement dise qu'à Néhor, on va éclairer la ville, on va mettre des routes, on va créer un centre culturel. Qu'à Palimé, qu'on va créer un centre environnemental. Qu'à Kara, qu'on va créer un... Oui. C'est comme ça qu'on voit les choses se développer.
Tant qu'on se cloisonne dans nos pays, dans nos concessions, et qu'on voit les choses avec comme notre ombrille, on ne fait pas avancer le pays. Les élections sont passées, le vin tiré, nous sommes obligés de le boire, mais il faut mettre de l'eau dedans pour que ça soit buvable pour tout le monde. Moi, c'est le message. Très belle formule. Oui. Merci, maître. Encore un dernier mot pour cette émission? Oui, d'abord, je voudrais dire à vos téléspectateurs que ce que nous venons de vivre, la CPI, est dans l'ordre naturel du fonctionnement de cette Cour. Oui. Ceux qui ont voulu l'enterrer en disant que c'est une Cour pour les Africains, eh bien, c'est un chef d'État africain et son ancien ministre qu'on vient d'acquitter. Il s'agira aujourd'hui de renforcer la CPI pour qu'elle soit en même de poursuivre quelqu'un comme Sarkozy, de poursuivre comme Bush. Mais si nous ne continuons pas à la décrier, nous ne pouvons pas servir la cause de la CPI. Mais pour les Africains, il faut renforcer les structures comme la Cour africaine des droits de l'homme. Permettre aux associations d'avocats africains d'être le contrepoids, d'être des défenseurs de nos chefs d'État qu'on emmène là-bas. Faire en sorte que ces chefs d'État-là qui recrutent des avocats français et américains se tournent vers une autre défense. Une défense réaliste, une défense africaine. Puisque la compétence y est. La compétence y est. Pour que nous puissions faire comprendre aux Occidentaux que c'est le temps de l'Afrique. L'Afrique évoluera où nous tomberons ensemble. Que les Africains ne prendront pas des pirogues de fortune pour aller en Europe, mais c'est les Européens qui prendront des avions pour venir en Afrique. Il faut que nous pensions à cela. Nous pensions sérieusement à cela. Ça se passe déjà en Angola, ça se passe dans certains pays. Il faut que ça se passe sur l'ensemble des pays. Il faut désormais que nous comprenions que nous sommes le devenir du monde. L'Afrique est un continent vierge. Il faut qu'on le protège contre les prédateurs de tout genre. Et que nos intellectuels travaillent à faire de l'Afrique ce vrai ordre de l'humanité. Nous devons nous embarquer sur le même bateau et travailler en sorte que nous soyons des remparts. Nous sommes capables de créer des sociétés, de faire des industries pour que les gens ne viennent pas envahir nos pays. Nous sommes capables de donner à manger, de donner du travail à nos jeunes pour qu'ils restent chez nous, pour que l'Occident cesse d'être cet Orlando fictif qui nous détruit, qui nous avilit, pour que nos dirigeants comprennent qu'ils ont le devoir de servir l'Afrique et non de se servir. C'est tout. À partir du moment où les dirigeants africains comprennent qu'ils doivent servir l'Afrique, les intérêts de la jeunesse africaine, et non de se remplir les poches et de remplir les banques européennes, ils vont faire un pas. Ils vont faire un pas. Peu importe celui qui est au pouvoir. À partir du moment où il a une vision pour l'Afrique, qui développe, qui permette aux jeunes de continuer leur combat, leur rêve, de faire en sorte que le rêve africain soit comparable au rêve américain, nous allons réussir. Il faut que nous portions un rêve. Ce rêve-là, moi je le porte. Malheureusement, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas riche, je n'ai pas le pouvoir, mais je le porterai, je le dirai. Le fait de répéter chaque fois que chaque jour est une vie et que nous devons travailler à la beauté de la chose, nous réussirons. Merci, maître. Merci. C'est sur ce mot d'espoir et cet appel à la conscience des dirigeants africains qui se referment à cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions et à très bientôt.